Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné Série et compagnie qui, comme chaque semaine, a bien l'intention de vous faire vivre de véritables montagnes russes d'émotions. Vous allez pleurer, lire des BD, remonter le temps et vous prendre pour des agents secrets. Car oui, l'événement, c'est bien entendu le grand retour de James Bond. Et qui dit James Bond dit Daniel Craig. Et ça, c'est absolument merveilleux. Le dessinateur et cinéaste Johannes Farr va lui se raconter à travers les liens qu'il entretient avec le cinéma et la série. Quant au réalisateur Christian Carion, c'est lui qui nous offrira une leçon de mise en scène autour de son nouveau film sur l'Exode de 1940, En mai, fais ce qu'il te plaît. Mais avant cela, une actrice, que dis-je, une figure, une icône si populaire, Marthe Villalonga. Elle nous a tant fait rire dans les films d'Yves Robert ou la série Maggie. La voici absolument bouleversante dans La Dernière Leçon. C'est une comédienne qui semble faire partie de la famille, un petit bout de femme qui depuis près de 60 ans nous ravit dans ses rôles de mère juive à l'accent ensoleillé. À 83 ans, Marthe Villalonga semble infatigable entre théâtre et télévision ou cinéma. Dans La Dernière Leçon, elle qui nous a tant fait rire nous serre le cœur en incarnant une vieille dame qui veut choisir le jour de sa mort. Bon anniversaire, mamie. Un rôle comme un cadeau pour celle qui aurait peut-être aimé ne pas être que rigolote. Mais Marthe Villalonga est-elle vraiment du genre à avoir des regrets? Il y a maman qui veut faire un discours. Mais chérie, je vous ai toujours dit que quand les forces viendraient à me manquer, je souhaiterais partir. Le moment est arrivé. Marthe Villalonga, il y a quelques mois, Jean Rochefort a incarné dans le film de Philippe Leguet, Floride, un vieil homme souffrant de la maladie d'Alzheimer. Et il racontait qu'il avait été très secoué par le rôle. Je me demandais comment vous aviez vécu ce rôle-là. Très bien. Aucune réticence? Non, parce que quand j'ai lu le scénario, au fur et à mesure que je lisais ce scénario, je me disais, elle a raison, cette femme, c'est bien, elle profite jusqu'au bout, elle rit, voilà. Et quand je suis arrivée à la fin, j'ai simplement dit, eh ben, je voudrais partir comme elle. J'ai faim. J'ai envie de dévorer des trucs qui font grossir. Saucisse purée? Oh, c'est pas assez cher. Alors, des huîtres, du saumon, du homard, Oui, du caviar, oui. puis du champagne, le plus cher. Et on prend tout. C'est un hold-up. On est en cavale. Vous incarnez un personnage qui a quand même 10 ans, plus de 10 ans de plus que vous, je crois. C'est quoi cette manie qu'ont les réalisateurs de vous vieillir? Parce que j'ai quand même appris que vous aviez joué la mère de Guy Bedos. Oui. Alors que vous aviez quasiment le même âge. Oui. Et pire, la mère de Roger Hanin, Exactement. qui était plus âgée que vous. Oui. Eh bien, oui. Mais alors c'est quoi cette manie? Ça vous dérange pas d'incarner des personnages non, pas plus du âgés? tout. En général, les actrices, elles préfèrent plus jeunes. Non, dès l'instant où j'ai de quoi défendre, le reste ne m'intéresse pas, moi. À ce moment-là, après, je fais confiance à je sais pas moi, la maquilleuse, au costume, au metteur en scène, bien entendu. Dès l'instant où je dis, je suis d'accord, il peut me faire ce qu'il veut. J'ai pas de problème. Là, vous n'avez rien refusé? Non. De Non, vous surtout dénuder, de vous abîmer, de vous... Non, alors dénuder, il y a une chose. Quand elle m'a dit, voilà, quand elle prend son bain, etc., forcément, elle rentre dans la baignoire, normalement, elle n'a rien du tout. Et je lui ai dit, si tu me fais mettre à poil, je ne fais pas le film. Voilà, elle m'a dit, non, il n'y a pas de problème, c'est une question de caméra, tout ça, tu verras. Et alors, je lui ai fait confiance, je ne lui ai même pas dit comment elle allait le faire. Vous ne me comprenez pas. Il faut m'aider maintenant. Tout ce que vous allez arriver à faire là, c'est vous tuer vous-même. C'est mon rêve. Est-ce qu'elle vous ressemble, cette femme, d'une quelconque façon? Oui. Je pense que je lui ressemble beaucoup. C'est pour ça que quand j'ai lu le scénario, j'ai dit c'est tout à fait ce que j'aurais fait. Absolument. Je prends ma décision et quand elle est prise, je vais jusqu'au bout. Que ça plaise ou non, c'est comme ça. Voilà. Mais en fait, j'ai découvert que vous étiez une rebelle depuis toujours, parce que j'ai lu que vous aviez commencé votre métier d'actrice en Algérie et que vous aviez été adoptée par une troupe de théâtre qui vous a fait venir à Paris. Donc, vous étiez quand même jeune, c'était gonflé quand même à l'époque. Merci de m'avoir fait venir, parce que j'ai pu me libérer des parents, bien entendu, qui n'étaient pas tellement d'accord pour que je fasse ce métier. Et comme moi, depuis toute petite, j'avais ça dans la tête, mais c'était le côté
scène, scène, scène. Je n'ai jamais pensé au cinéma. Parce que je voyais beaucoup de films et je me disais, attends, t'es petite, t'es boulotte, tu feras jamais du cinéma. Donc ça ne me gênait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la scène et la réaction, bien entendu, des spectateurs. Voilà. C'était la scène et jouer ou c'était aussi être connu et reconnu? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes... Ah non, 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 pas du pour tout. jouer. Ouais. Pour jouer, je me faisais plaisir. J'étais sur une scène, je faisais un rôle, j'étais contente et j'entendais les gens rire, c'est tout. C'est un magnifique rôle que vous incarnez dans ce film totalement bouleversant. Et on ne sait pas assez de vous que vous l'avez déjà fait, notamment devant la caméra d'André Téchiné. Exactement. Et là, ça a été vraiment... Ça a été un de mes plus beaux cadeaux après plein de choses. Parce que tout d'un coup, quelqu'un me proposait, et surtout Téchiné, parce que moi, un beau rôle, j'étais contente qu'il me propose ça, parce qu'on ne me l'avait jamais vraiment... Si, on m'en avait proposé un quand même, ça a été le coup de Sirocco, parce que ça a été le premier. Mais si vous voulez, je ne l'ai pas pris de la même façon, parce que c'était notre histoire. Et c'était au début, quelque part, un peu le début de ma carrière. Mais là, j'avais déjà fait pas mal de choses, et puis je faisais que les trucs rigolos, quoi. Alors, est-ce que vous n'avez pas trop de fois dit oui à ce fameux rôle de mère juive, alors que, comme vous le dites si drôlement, vous n'êtes ni mère ni juive? Non, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que, comme j'avais cet accent très fort, j'avais envie qu'on me propose d'autres choses. Mais j'ai jamais... Ah non, 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 j'ai jamais refusé. Du reste, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un film, on m'a dit... C'est la mère juive, et avec l'accent, j'ai dit oui tout de suite, parce que le scénario était intéressant, et le rôle m'amusait de retomber, par exemple, dans Maggie, quoi, dans le même genre de personnage. Et vous n'avez pas eu envie, par la suite, vous, d'appeler un réalisateur? Non. Vous n'avez jamais osé? Ah non, 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 non. Ça, je ne sais pas le faire non plus. Je n'ai jamais tiré une sonnette. Je n'osais pas. Je n'osais pas. Je dirais que je laisse faire les choses. Comme on dit dans mon pays, c'est mektoub. Voilà, ce qui doit arriver arrive, et ce qui ne doit pas arriver n'arrive pas. Je voudrais, avec la jeune comédienne que vous êtes, faire un petit bilan en forme de petit questionnaire. De quoi êtes-vous la plus fière? De m'être débrouillée toute seule. Quel est votre plus grand regret? Non, j'ai pas de regret. J'ai pas de regret parce que, encore une fois, j'ai jamais attendu ce qui est arrivé, quoi. C'est tout. Effectivement, par exemple, je suis pas mère, je suis pas juive. Je suis pas mère parce que ça s'est pas fait. J'ai rien fait justement pour ne pas avoir d'enfant ou quoi. Pas du tout. Ça s'est pas fait, ça s'est pas fait. Voilà. Qu'est-ce qui vous maintient aussi jeune d'esprit? C'est l'envie de vivre. La chance d'être en vie, d'avoir ce métier que j'ai toujours voulu faire et qui se passe très bien. Je ne peux pas demander mieux. Donc, merci mon Dieu, voilà. Tant de simplicité et quelques larmes qui ne couleront pas. On ressort chaviré d'une telle rencontre, avec la sensation d'avoir reçu de cette actrice pleine de modestie une très jolie leçon de vie. Cher Daniel Craig, pour votre 4e fois dans la peau de James Bond, dans le très attendu Spectre, réalisé par Sam Mendes, vous n'en êtes pas à votre première sortie publique. Entouré des autres acteurs, Christophe Waltz, Ralph Fiennes, Monica Bellucci, Léa Seydoux, vous écumez les tapis rouges du monde entier depuis une quinzaine de jours. La semaine dernière, autour de Paris de se réjouir. Au pied du Grand Rex, ça sent le film d'espionnage à plein nez, tout le monde joue le jeu, cravate et oreillette à gogo. Vous arrivez, œil d'acier et pochette rose, souriant, disponible, bon camarade. Vas-y que je prends le temps de cadrer ta photo. Vas-y que je fais semblant de te voler ton appareil. Vas-y que je bats des records de vitesse avec mon stylo. Très belle attitude, vos admirateurs sont aux anges et c'est une belle façon de les récompenser pour tout ce que leur foi en votre James Bond vous a apporté. So what's going on, James? They say you're finished. What do you think? I think you're just getting started. Magnificent, isn't she? 0 to 60 in 3.2 seconds. A few little tricks up her sleeve. Do one more thing for me. What do you have in mind? Maybe disappear.
Vous qui étiez rompu jusque-là au rôle plus discret, vous voilà James Bond en personne. Qu'est-ce que ça change dans la vie d'un homme? My life has changed in so many ways and incredibly positive ways. But on a purely sort of personal level, as far as what pleases me, what is the work. I enjoy acting, I love doing it as a job, and when I get the chance to work with the best, then I could not be happier. Il vous a apporté pas mal, mais vous avez aussi apporté beaucoup au personnage de James Bond, héros de l'écrivain Ian Fleming, adapté au cinéma il y a plus de 50 ans, avec déjà 7 acteurs passés avant vous, 14 milliards de dollars de recettes cumulées et des livres en pagaille. Why did you come? I came here to kill you. I think Daniel Craig opened it up a little bit, you know, made it possible to look inside James Bond. We always looked at James Bond, and now we can look a little bit further. It's more complex, even like Daniel as Bond is more tangible, and we really have, I think, empathy for him. There have been great Bonds all the way through. They've all had great qualities, but I would say that Daniel's own sort of intensity. Bon, ça y est, tout le monde a fini sa petite déclaration d'amour, je peux y aller? Parce que moi aussi, je vous aime pour ce côté plus brut et plus vulnérable. Je me demande si la sobriété de jeu qui sert le nouveau James Bond ne vient pas de vos origines d'acteur britannique issu du théâtre et des petits seconds rôles. Tout comme Sean Connery à son époque, je me dis que vous avez su apporter de votre propre histoire dans l'interprétation du personnage pour le rendre un peu plus dur. Yes, of course. It's a part of everything, and especially part of art. I mean, or of any form. Whether if you call this art, then yes, social origins are essential. Look, I didn't go to. I'm not from a poor background, but I didn't go to Eton, and I didn't go to a private school, and I'm not an orphan. I mean, it's you know, but I have my own story, which I think goes into this. Votre personnage a évolué, mais la tournure des films aussi a changé depuis votre implication en 2006 pour Casino Royale. Plus mentale, plus personnelle, plus obscure aussi. D'ailleurs, il nous suffit de revenir à l'avant-première pour comprendre le message. En guise de tapis rouge, on trouve un linceul noir, à l'image de cette scène d'ouverture funèbre et magistrale qui se passe au Mexique le jour de la fête des morts, avec 1500 figurants en costume et un plan séquence spectaculaire. Alors quoi? James Bond est plus sombre, depuis vous, James Bond n'est plus ce qu'il était. Loin de nous faire peur, ce pari artistique nous enchante et nous serons toujours au rendez-vous en masse à chaque sortie. Car votre personnage, issu de la guerre froide, cet espion qui déplace et rassemble les foules depuis 5 décennies, quoi qu'il advienne, n'est pas sans rappeler les héros du théâtre populaire d'autrefois. Et ce n'est pas Christophe Waltz, lui-même issu des planches, qui dira le contraire. The great aspect about popular theater was that it was immediate. James Bond, more or less, does the same thing. They use the archetypes of the popular theater and carry it onto the screen and into the 21st century. It's a communal experience, and James Bond is all part of all of these fabulous, very meaningful aspects of why we watch movies. There is an epic scale to these films that could be like epic theatre, like Shakespeare, like whatever. That there's a grand or even operatic theme to this. So yeah, of course there's a connection. Un personnage héroïque, sombre certes, mais qui rassemble les foules. Un héros de grand spectacle, voilà ce que vous êtes. James Bond vous survivra, c'est certain et même souhaitable. Mais soyez sûr d'une chose, mon cher Craig, Daniel Craig. Vous avez marqué d'une pierre blanche votre passage dans la série et il y a un paquet de James Bond girls qui pensent comme moi. Chaque semaine, dans l'Extra Interview, on se glisse dans la face cachée d'une personnalité pour savoir comment le cinéma et la série lui ont permis de donner un sens à sa vie. Aujourd'hui, un homme qui trouve le moyen de traduire ses émotions par le dessin, c'est Johannes Farr. Vous
Vous êtes Johan Sfar. J'ai reçu votre message et je suis d'accord. Ça me va? Le message que vous m'avez laissé, tu n'auras d'autre Dieu que moi. Moi, je suis venu pour le signer. Non, parce que c'est le titre de ce nouveau tome des aventures du chat du rabbin. Et je dois le dire que je me suis amusé et j'ai trouvé ça un peu triste parce que c'est quand même construit sur une tragédie érotique. Vous interrogez la fragilité de la virilité. Alors il y a une époque au cinéma, parce qu'on est là aussi pour parler de cinéma, on pouvait voir des films comme celui-là, La femme infidèle de Chabrol. On pouvait voir des films comme La peau douce. Ou on pouvait voir des films comme celui de Blier, Trop belle pour toi. Qu'est-ce que ces films questionnaient? Ils questionnaient le secret des relations amoureuses. Et j'ai l'impression que vous vous inscrivez dans cette filiation-là. Ah oui, c'est ça qui me manque en tout cas. Je fais état d'un manque. Pour pas vexer les messieurs, j'utilise un petit chat. Mais c'est bien ça que je raconte. J'ai le sentiment qu'il y a un déficit d'histoire hétérosexuelle intelligente. C'est très orgueilleux de ma part de dire que je fais ça, mais regardez, dès qu'un film traite d'homosexualité, il est fait par des gens fins, intelligents, à peu près mûrs et à peu près adultes. Dès qu'il est question d'amour hétéro, c'est des comédies à la con qui passent à 20h30 et qui ne nous apprennent rien, qui racontent juste des idiots. Et il me semble qu'on n'étudie pas assez ce qui se passe dans un couple quand un enfant arrive, par exemple. On ne regarde pas assez ce qui se produit dans les hôtels. Et mon chat, comme il peut entrer partout, il raconte un petit peu ça. Mais c'est vrai que la faiblesse de l'homme moderne, le désespoir du mal occidental, ça m'intéresse beaucoup. La philosophie du vivre ensemble, c'est ce qu'on retrouve dans le chat du rabbin. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver dans Astérix, dans le Petit Nicolas, dans la BD, mais dans le cinéma. Le vivre ensemble, vous le retrouvez chez qui, par exemple ? Oh, il y a eu plein d'œuvres qui racontaient comment ne pas se disputer ou comment se disputer en restant copains. Moi, je pense en particulier à Don Camillo, qui est un chef-d'œuvre où on raconte comment un curé et un stalinien peuvent être copains dans la même petite ville. Je pense aux œuvres de Pagnol, où on raconte beaucoup des questions graves, mais en riant toutes les trois phrases. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, à mes yeux, il y a une hardiesse en bande dessinée qu'on ne trouve pas au cinéma. L'un des sujets du chat du rabbin, c'est la parole. Qu'est-ce qui vous parle au cinéma, Johan Sfar? Je sais que Tarantino sort de la projection de ses propres films en demandant au public ce qu'ils ont préféré comme image. Ça, j'aime beaucoup cette idée qu'on peut être choqué ou marqué par l'image d'un film et on repart avec ça. Tout de même, moi, ce qui va me marquer, ça va être, ça va être une thèse. J'ai le sentiment que dans les films de Truffaut, il y a à chaque fois une thèse ou une vision de l'existence. Dans les films de Woody Allen, malgré l'humilité qu'il a, il y a à chaque fois une thèse profonde. Et peut-être la grâce, c'est ça, c'est aller au cinéma pour des envies d'image, pour des envies d'émotion, et sans le faire exprès, s'apercevoir qu'on a joué avec des idées et qu'on a emmené son spectateur, c'est un gros mot, mais parfois oui, à réfléchir, pourquoi pas. Ah, ça, c'est tout l'enjeu, c'est qu'est-ce que c'est qu'un film? Est-ce que c'est une porte qu'on va devoir fermer au bout d'un moment? Comment on sort d'une salle de cinéma? Parfois, finir une histoire, c'est juste s'éloigner des personnages, et parfois, il y a quand même l'idée de fermer la porte à la fin. Je ne sais pas. Moi, j'utilise très peu de méthodes de scénario parce que je trouve que c'est assez indigne. En revanche, j'essaie de me demander quelle était la question, ou quel était le sujet du film, ou quel était le sujet du livre. Parfois, je trouve la réponse dans la dernière image. Ce 6e tome des Aventures du chat du rabbin est une réflexion aussi sur la maternité et donc sur la place du père. Si je vous demande comme ça de me donner des parents fictifs de cinéma, vous aimeriez avoir qui comme père et comme mère de cinéma? Chez moi, comme papa, je crois qu'il n'y en a qu'un, c'est Federico Fellini. Fellini, c'est la raison pour laquelle on fait du cinéma, c'est la raison pour laquelle on fait des bandes dessinées, parce qu'il était également dessinateur. C'est celui qui donne envie d'être un artiste. S'il faut avoir une mère en cinéma, alors il faut que ce soit une grande actrice, j'imagine. Moi, j'aime Sophia Loren, parce que j'ai du goût. Et puis voilà. Non, mais c'est intéressant. Quand on vous demande de quelle actrice vous êtes amoureux, on parle de désir sexuel, on parle de choses comme ça. Je suis désolé, j'ai la chance de connaître la plupart des actrices contemporaines. Je n'éprouve du désir sexuel que pour Sophia Loren. Aujourd'hui, on choisit des actrices qui sont d'une beauté ahurissante, mais qui ne provoquent pas le désir. Le désir, on le cherchait à l'époque de Sophia Loren. La vraie question, c'est pourquoi on ne cherche plus le désir au cinéma. Ça, c'est un immense mystère pour moi. Ce chat du rabbin, il n'est pas croyant.
Pourtant, vous, il y a une chose à laquelle vous croyez, vous avez une religion, c'est la boxe. Alors, je vais vous proposer des films de boxe et vous allez me dire celui qui s'approche le plus des valeurs de ce qu'on a appelé le noble art. Alors, il y a $1 Million Baby de Clint Eastwood. Ça, c'est mon favori, sans aucune... je suis désolé, hein, vous commencez par mon préféré. C'est mon préféré d'abord parce que je suis très amoureux d'une jeune femme qui est semi-professionnelle de boxe et qui vit ce genre de choses. Ensuite, parce qu'une femme qui se bat, c'est moderne, c'est nouveau. Et parce que le personnage de l'entraîneur n'a jamais été aussi puissant que chez Clint Eastwood. Je trouve que c'est un film fabuleux. C'est sans doute le plus grand film féministe qui a été fait depuis 20 ans. Et j'adore cette idée que Clint Eastwood soit un vieux taré de droite qui fait que des films de gauche sans le faire exprès. Je voulais vous parler du deuxième film de Stanley Kubrick, Le baiser du tueur. Que j'ai pas vu. Alors, je suis nul, excusez-moi. Non, il parle de boxe, ça vous donnera envie peut-être de le voir. Vous me sortez ça et Rocky de Sylvester Stallone, ça vous intéresse pas? Parce que pour moi, ça, c'est un film immense. Mais comme il y a le Raging Bull de Scorsese, dont je ne parle pas. Rocky, ça a été pour moi un film séminal. Et le 1, et le 2, et le 3. C'est Rocky 3, quand c'est sorti, mon père a conduit la voiture et on courait derrière parce qu'il n'arrivait pas à nous calmer tellement on était excités. Moi, quand j'étais petit, c'est un film qui m'a donné envie de me battre. Et c'est vrai que ma religion, c'est certainement pas la boxe, c'est le dessin. Mais ça se ressemble quand même beaucoup parce que ce sont des disciplines tuantes. C'est-à-dire, je pense que c'est comme la musique classique, comme tout. Si on laisse tomber le dessin pendant quelques semaines, on le perd. Si on laisse tomber la boxe pendant 2 semaines, elle n'est plus là. Et ça m'intéresse beaucoup, cette idée de se battre contre soi-même. Vous êtes dessinateur, vous êtes éditeur, vous êtes même commissaire d'exposition. Il y a une profession que vous n'exercez pas encore, c'est créateur de séries. Alors ça tombe bien, sur OCS, on aimerait vous donner une carte blanche. Est-ce que vous auriez un sujet comme ça que vous aimeriez traiter? Ah oui, moi, mes projets ne sont pas secrets. Je rêve de faire des séries surnaturelles européennes. Alors, avec le budget qu'on aura, mais les Américains ont bien compris qu'il faut du rêve, il faut de l'imaginaire. Le réel ne suffit pas. Moi, depuis 20 ou 30 ans, je fais des bandes dessinées de vampires, de monstres, de créatures morts-vivantes et amoureuses. Moi, je rêve de mettre ça à la télévision. Et ça se prête à la série parce que ce sont des feuilletons. Et pour rien vous cacher, c'est un peu en discussion. Je ne vous promets pas que ce sera sur OCS, j'en sais rien. Si, on vous kidnappe, vous restez avec nous. Je crois que quand on attrape un auteur de bande dessinée, on a la chance d'avoir un feuilletoniste. Et j'ai l'impression que les gens de télévision sont en train de s'en rendre compte. Merci Johan Sfar pour cette parole. Merci. Et puis pour ce chat qui nous fait bien réfléchir. Merci. À suivre dans le script parfait, le réalisateur Christian Carion. Après des films comme Joyeux Noël ou L'affaire Farewell, il continue de dépeindre l'humain pris dans la tourmente de l'histoire avec un grand H. Le son de mise en scène autour de son nouveau film En mai fait ce qu'il te plaît. Et nous, ce qui nous plaît beaucoup chaque semaine, ce sont les choix de Madame et Série. Pour commencer, une petite nouvelle qui va hanter vos nuits. Alors que The Visit, le dernier film flippant de M. Night Shyamalan, est au cinéma, sa série Wayward Pines est dispo en DVD. Menée par Matt Dillon, elle nous plonge dans une petite ville américaine d'apparence idyllique qui s'avère rapidement être un véritable cauchemar dont personne ne peut s'échapper. Bienvenue dans un univers à la croisée de Twin Peaks, de Lost et du Prisonnier. Okay, what the hell is happening? They're watching us. They're listening. You could be happy here, Ethan. Et maintenant, changement de décor. Du crime, des détectives, de l'intimité et des idées. Voilà les uniques points communs des 2 premières saisons de l'anthologie True Detective pour son créateur Nick Pizzolatto. Mais Madame et Série n'est pas vraiment d'accord. I wouldn't go around spouting that shit I was you. People around here don't think that way. I don't think that way. Mais si ces 2 saisons respectent les règles de l'anthologie en traitant de lieux, de personnages et d'histoires différents, elles trahissent les obsessions du showrunner en bien des points, la preuve avec un petit jeu des 7 ressemblances. La première saison de True Detective s'inspirait largement du scandale autour de l'église Hosanna en Louisiane. En 2005, son pasteur avait avoué à la police être à la tête d'un réseau pédophile qui pratiquait des rituels satanistes sur des enfants. He said that there's this place down south where all these rich men go to devil worship. He said
They sacrificed kids and whatnot. Women and children all got murdered there. And something about some place called Carcosa and the Yellow King. La seconde saison, quant à elle, est basée sur les histoires vraies de corruption de la petite ville de Vernon, en Californie. Avec à peine plus d'une centaine d'habitants, elle était devenue un paradis fiscal et une terre d'asile pour entrepreneurs véreux. The fuck? An 8-part series. Talk city corruption, sweatshops, nothing on us. Nothing on. What's also gonna tweak from this? L'incroyable générique de True Detective, créé par le studio Elastic et inspiré du travail du photographe Richard Mishrak sur la double exposition, avait remporté un Emmy en 2014. The war was lost, the treaty signed, was not cut across the line. Très logiquement, le concept a été conservé pour la saison suivante. So many tried, I'll live among you, well disguised. I had to leave my life behind. Pour Nick Pizzolatto, le lieu a une influence directe sur l'histoire et l'histoire progresse dans le mouvement. C'est donc tout naturellement que les 2 saisons de True Detective sont rythmées par des plans aériens devenus sa marque de fabrique. Une des grandes originalités de la première saison se trouvait dans les déclarations philosophico-mystiques de Rust Cohle, une touche que l'on retrouve dans plusieurs personnages de la seconde, notamment Ray Velcoro. Et quand on tend bien l'oreille, on jurait presque que les 2 hommes se répondent. People out here, they don't even know the outside world exists. Might as well be living on the fucking moon. I used to want to be an astronaut. But astronauts don't even go to the moon anymore. Dans True Detective, la mort se met en scène comme un tableau. Une constante d'une saison à l'autre. L'épisode de mi-saison est toujours un moment clé pour une série. Dotée de 8 épisodes, la première saison de True Detective avait clos le 4e sur une impressionnante fusillade de 7 minutes tournée en plan séquence. Dans un effet miroir, le 4e épisode de la seconde saison avait donc elle aussi sa longue fusillade, cette fois sans plan séquence mais tout aussi impressionnante. Chez Nick Pizzolatto, le mal avance masqué. Dans les 2 saisons, c'est donc rarement à visage découvert qu'apparaissent les ennemis. Bref, même s'il s'en défend en seulement 2 saisons de True Detective, Nick Pizzolatto est parvenu à imposer sa patte tout en écrivant des histoires totalement différentes. Si une 3e saison est envisagée par Michael Lombardo, le patron des programmes de HBO, aucune date n'est encore annoncée. On parie d'ores et déjà sur quelques autoréférences pizzolatiennes au service d'un grand polar qu'on attend avec impatience. Pour son 4e long métrage, Christian Carion tisse la grande histoire, celle du mois de mai 1940, et l'histoire familiale, celle de sa mère qui vécut à 14 ans l'exode des Français devant l'invasion allemande. Entre western et péplum biblique, le réalisateur alterne scènes grandioses et drames intimes pour penser, grâce au cinéma, des questions qui se trouvent au cœur de notre existence. Ah, Christian Carion, bonjour. Bonjour Stéphane. Je vous ai invité dans un bar-restaurant pour parler de ce nouveau film, En mai, fais ce qu'il te plaît, parce que je me suis dit que c'était le meilleur lieu
pour créer du lien social. Et du lien social, il y en a dans vos films, surtout dans celui-là. Et puis il y a une dimension collective. La dimension collective face à l'histoire, c'est aussi votre cinéma. Alors, pour parler de mise en scène, quoi de mieux que demander à un réalisateur de mettre en scène notre entretien? Ah, carrément. Oui, allez-y. Moi, je pense que ce serait bien qu'on ait plutôt des plans où on est tous les deux. Parce que vous allez me poser des questions, j'imagine, moi je vais vous répondre, et comme ça, on va rien tricher du tout. D'accord. Hein, comme ça, on n'a pas le droit à l'erreur. Ouais. Et puis, voilà, ça va nous mettre en tension, une bonne tension, pour que le plan tienne le coup jusqu'au bout. Les Allemands sont aux portes d'Arras depuis tôt ce matin. Nous devons nous rendre à Dieppe. Nous allons provisoirement abandonner nos champs et nos maisons. Vous faites partie de ces réalisateurs qui se nourrissent du travail des autres. Et un nouveau cinéaste de chevet, c'est John Ford. De quelle manière il a pu vous apporter sa lumière pour faire passer votre propos à travers la mise en scène? Je trouve que c'est quelqu'un qui filme l'espace de manière sublime. Il y a une profonde humanité, il y a beaucoup d'humour. Mais vous savez, tout se recoupe. Hein. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur le projet, au début, on m'a dit, oula, mai 40, l'Exode, la débâcle, pas facile. Et je leur ai dit, attendez, mais moi, je vais faire un western. Ça va être des chevaux, des chariots, des grands espaces, justement, la lumière de mai 40, qui est extrêmement solaire. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai vendu, entre guillemets. Donc voilà, je revenais au point de départ de John Ford, c'est vrai. Action! C'est toi qui as raison. Alors à Dieppe, on verra après. Bon, très bien. Mais si vous me suivez... Christian, le cinéma, c'est le désir d'utiliser les moyens techniques pour traquer la vérité d'un moment. Mais utiliser le steadicam, là, par exemple, c'est donner quelle forme à votre propos? Le mouvement, pour moi, c'est accompagner de la manière la plus souple les gens. C'est un road movie. Donc j'avais besoin qu'on sente que les gens se déplacent et qu'on est avec eux. Mon papa, nous avons fait halte ici pour nous reposer. Je t'embrasse bien fort, Max. Il faut laisser à un moment donné les acteurs se laisser embarquer dans ce qu'ils ont à nous dire au travers des personnages qu'on leur a demandé d'interpréter. Donc ça oblige à être souple et disponible à ce qui va se passer. Je prends un exemple, c'est dans le personnage du cinéaste allemand qui est dans le film. Alors là, moi je me régale. D'abord, j'avais envie de raconter que la propagande allemande était allée très très loin dans ses méthodes, mais c'est du cinéma quand même. Sale peut-être, parce qu'il l'a raconté. Mais c'est du cinéma, il y a une mise en scène. Là, j'ai dit à mon équipe, je vais briefer l'acteur, que je trouve formidable. Il va faire son film et nous, on sera le making-of de son propre film. Donc, c'est-à-dire que vous ne saurez jamais ce qu'il va faire, parce que je ne le sais pas moi-même. Donc là, d'un seul coup, vous vous retrouvez avec toute une équipe au service d'un homme tout seul, avec une caméra à reflex 35 mm, qui fait du film en noir et blanc et qui essaye de créer son propre film. Et là, toute l'équipe, elle était, alors là, aux 80. Votre film, c'est un peu comme la lampe d'Aladin. Quand on est devant, à un moment, on se frotte les yeux parce qu'on voit apparaître le nom génial et magique d'Ennio Morricone. Alors, la méthode d'Ennio Morricone, c'est de composer sur un scénario la musique du film pour que le cinéaste puisse en profiter au tournage. Oui. Est-ce que vous êtes inscrit dans la méthode Ennio Morricone? Oui et non. Quand je le vois à Rome, il me dit « Qu'est-ce que vous m'avez amené alors ?» J'ai 2 DVD. Un DVD avec la musique qui nous a permis d'écrire, qu'on a monté pour voir ce que ça donnait, mais beaucoup de vous, mais pas que vous d'ailleurs. Et puis, j'ai surtout le film sans musique, et je vous demande de le regarder avec moi pour qu'on puisse réfléchir à ce qu'on doit faire. Il me dit non. Vous allez me montrer votre film avec musique, j'aimerais bien connaître vos goûts musicaux. Et je me retrouve devant une télévision assez pourrie. Ça démarre, donc il bouge pas, il se retourne pas, et il va jusqu'au bout, 2 heures, et il se retourne, il attend la fin du faux générique qu'on a mis en place, donc j'en peux plus. Et il se retourne, et là, je vois à son visage qu'il est profondément ému. Vraiment. Et il me dit, bello.
molto bello. Il me dit non, le film est très bien. Et il va dans son bureau, il se met au piano. Et là, je dis, attendez, vous allez jouer? Il dit, vous savez, quand je m'assois à mon piano, je vais jouer. Ah, mais si vous jouez, moi, je sors mon iPhone, je dis, je vais vous filmer, mon maestro. Parce que j'ai besoin de revenir à Paris avec la musique que vous allez interpréter pour vivre avec. Ça dure 1 minute 30, c'est le thème du film. Et là, je suis là. Comment expliquer ça? Je suis devant juste quelqu'un qui n'est pas un compositeur de musique pour moi, c'est le cinéma. Il est constitutif de l'ADN du cinéma mondial pour moi, cet homme. Et une fois qu'il a eu terminé, 1 minute 30 donc, il me dit voilà, on se retrouve en janvier pour l'enregistrement de la musique. Est-ce qu'on peut voir quelques secondes? Io non avrei voluto fare più film di guerra. Quando io l'ho visto ho capito che è un'altra cosa. Questo è un film di persone che cercano la pace, la tranquillità. Le truppe che hanno invaso la Francia, le scopriamo al lato di questa carovana che si mette in marcia per andare verso la libertà. Pourquoi je filme? Moi, je pense qu'il ne faut jamais oublier le désir primal, quoi. Et moi, mon désir, le point de départ de tout, là encore, c'est ma mère. Ma mère est la plus merveilleuse conteuse que j'ai connue. Et sa façon de raconter les histoires, c'est la mise en scène. Parce que je les connais par cœur, ces histoires. Et je vois bien comment elle distillait les petites informations qui vont se révéler super importantes à la fin. C'est de la mise en scène de ça. Et moi, je suis venu au cinéma pour raconter d'abord. C'est l'esprit du conte de « Il était une fois » qui m'anime. Et parce que avec le cinéma, on peut raconter à des millions de personnes si ça marche. Donc j'ai besoin de toujours repartir de là. Et ensuite, après, c'est l'art et la manière, comme on dit, de le faire. Mais le point de départ, c'est raconter des histoires. C'est mon truc. L'art et la manière, Christian Carion l'a bien hérité de sa mère. Pour en juger, nous vous proposons un bonus, la version longue de sa rencontre avec le maestro Morricone. C'est à découvrir sur la page Facebook de l'émission. Ciné, série et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous désirez en savoir davantage sur ces élégants clichés qui m'entourent, eh bien sachez qu'ils sont l'œuvre de David Nissen, talentueux directeur photo pour le cinéma, mais également pour la publicité. Alors pas d'acteurs ou de scènes de tournage, mais des images graphiques et souvent énigmatiques prises au cours de ces grands voyages. Et puis notre conseil cinéma de la semaine, allez voir Le fils de Saul de Laszlo Nemes, talentueux jeune réalisateur hongrois qui pour son premier film réussit l'impossible, nous mener au cœur des camps de la mort, sans voyeurisme ni complaisance. À la semaine prochaine.